Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'Africa reste en D2. Merci de votre fidélité à ce programme. On démarre maintenant. Au-delà du point sport, nous ferons également le point de la situation. Des pluies diluviennes en ce moment sur Abidjan et à l'intérieur du pays. Les bilans, on peut le dire, s'aggravent avec des situations difficiles que nous voyons sur les réseaux sociaux. On décrypte tout à l'heure. Mais avant, permettez-moi de saluer Pascal, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs. Élisée, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Et joyeux anniversaire Élisée. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Vraiment merci pour tous vos bons vœux. Je profite aussi pour dire merci à tous ceux-là qui suivent la toile. En tout cas, m'ont souhaité joyeux anniversaire. J'ai reçu vraiment des mots qui m'ont motivé, qui m'ont encouragé. Vraiment les Ivoiriens, vous êtes formidables. C'est ce que je peux dire. Merci en tout cas pour tout, pour l'amour que vous m'avez témoigné. L'homme à la belle âme. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, merci bonsoir chez vous, à toute la team de Live TV. Je suis super heureux ce soir. Marius Komori, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, parfait Yapo, un de nos assidus. Merci encore une fois. Joyeux anniversaire à mon frère et ami Élisée Boloubeu. J'espère qu'en ta qualité de représentant des consommateurs, tu as quelque chose de prévu en fait. Je suis ton regard. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir à tous les supporters de l'Africa. Félicitations à Aliska et puis Élisée. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup Herman. Très bien, justement, nous démarrons ce temps d'antenne avec cette actualité sportive assez chaude. Ils ne monteront pas, finalement, ils restent en D2. Après une situation, on va dire, épique entre les deux, on va dire, deux villes, deux stades. On était donc du côté de l'Africa Sport, c'était à Korogo et l'ISCA à Yamoussoukro. Donc nous étions entre Yamoussoukro et Korogo en train de regarder. Et la fin, en tout cas les fins de match, Herman, ont été des choses assez tendues. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'Africa? Avec toute cette mobilisation, ils ne monteront finalement pas en D1. Bon, oui, on pourrait dire que c'est une grande déception, hein, mais en même temps, c'est des choses qui arrivent. Vous savez que depuis le début du championnat, certaines équipes ne cessaient de tenser un peu l'arbitrage qui était un peu difficile. Aujourd'hui, il y a une chaîne de la place qui a réussi à nous faire voir les deux matchs en duplex. En duplex, ça veut dire qu'on était en même temps à Yamoussoukro et à Korogo. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'au niveau du match, en tout cas, ce que j'ai pu voir au niveau du match de l'Africa Sport, c'était que, qu'on appelle l'Africa a manqué beaucoup d'occasions. Il faut être honnête pour le dire, parce qu'il y avait quand même des occasions nettes de but qui ont manqué, mais je crois bien qu'il y a quand même quelques erreurs d'arbitrage qui n'étaient pas en faveur de l'Africa Sport. Mais n'empêche que les attaquants de l'Africa devaient... Empêcher devant les buts. Non, oui, ils devaient confirmer parce qu'il ne faudrait pas attendre après. Maintenant, quand on regarde l'autre match également, le match se déroulait plus ou moins bien. Il y avait match nul, Iska contre Yamoussoukro. Vous savez que Iska, c'est l'équipe qui nous challengeait pour la montée en Ligue 1. Donc c'était un match qu'on attendait. Donc les dernières minutes, moi je pense qu'il y a eu quand même quelque chose qu'on peut ne pas pouvoir expliquer. Vous savez, il y a eu ce coup franc accordé à Iska et qui s'est suivi par une sanction, un carton rouge. C'était justifié? C'est discutable, parce que c'est discutable du moment où les joueurs même de Yamoussoukro ont carrément cherché à sortir du stade parce qu'ils ont trouvé que c'était injuste à sortir du stade. Et finalement, l'arbitrage, les commissaires et autres ont fait en sorte qu'ils reviennent. Vous savez, lorsque dans les dernières minutes, vous perdez un défenseur de cette taille-là, c'est sûr que vous êtes plus ou moins déboussolé. Et finalement, l'ISCA est venu à bout avec 2 buts en 1 minute, même on pourrait le dire. Mais c'était une grande déception parce que l'image était tellement difficile. Le match était bloqué, donc le match Africa-Korogo, Tchologo était terminé. Et les joueurs de l'Africa attendaient carrément sur le terrain. Et finalement, on a vu cette scène-là. L'Africa ne va pas en Ligue 1.
Mais moi, je pense que on devait pouvoir, tout le monde devait y travailler parce que l'Africa, c'est quand même un moteur avec tout ce qu'on voit avec la mobilisation des membres associés. En fait, on devait être en Ligue 1, mais bon, on va attendre encore. Ce que moi, je voudrais dire seulement aux membres associés, aux joueurs, à tout le staff, on n'a pas démérité. Le staff, le président a fait ce qu'il pouvait faire. Les joueurs également, l'équipe était là. Il faudrait qu'on soit, les supporters de l'Africa restent soudés derrière l'équipe. Et puis, la prochaine fois sera certainement la bonne. Très bien. Élisée, j'aimerais avoir votre point, votre regard, parce que voilà. Pas un supporter de la SEC? Non, l'ISCA. De l'ISCA, un dirigeant même d'ailleurs de l'ISCA. Il est dirigeant de l'ISCA, il est conseiller du président. Laissez-le s'exprimer, Non, c'est un adversaire. Non, soyons professionnels. Élisée Boloubeu. Sur ce plateau, on sait qui est en maillot. Hein. Voilà, on sait tous ceux qui sont en maillot actuellement des clubs. Mais vous avez regardé ces deux matchs-là? Oui, moi, non, je comprends tout ce que Herman dit et puis je peux comprendre aujourd'hui l'attitude dans laquelle la SEC est. Parce que l'Africa, parce que l'ISCA était dans cette même situation l'année dernière, qui a perdu de justesse la montée en Ligue 1. Donc, moi, ce soir, je note juste que l'équipe qui avait le plus envie à remporter pour moi, ISCA avait l'avantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà traversé une telle situation la saison dernière. Juste sur le dernier match qu'ils ont été éliminés, c'est ce qui les a empêchés d'aller en Ligue 1. Donc aujourd'hui, ils sont revenus beaucoup plus motivés. Je veux dire, ils ont eu tous les éléments qu'il fallait pour préparer ce match comme il se devait. Parce qu'ils savaient, ils sont déjà passés par là, ils savaient qu'un match d'une telle envergure peut se solder dans les 5 voire les 2 dernières minutes. Ils savent ça. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, parce qu'ils ont vécu même ce scénario. Donc, ils savent que tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut presser. Et quand on regarde la physionomie du match, on a vu qu'ils sont, tout le temps, ils sont restés concentrés, mais vers les dernières minutes, ils ont vraiment appuyé sur l'accélérateur. Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient gagner là. C'est vrai qu'il y a un fait de jeu, comme il le dit, avec la sortie du joueur, mais bon. En tant que bon supporter d'Africa, il trouve que ce n'était pas justifié. Mais est-ce que vous trouvez que c'était justifié? Le carton rouge était justifié? Mais bien sûr, c'était un second carton jaune. Donc ça fait 2 cartons, c'est normal, c'est la loi du sport. Donc il sort, voilà, sur un carton rouge. Ça, c'était vraiment justifié. On va encourager l'Africa. Moi, je pense qu'après avoir, je vais dire, perdu la montée de cette manière, je pense qu'ils vont suivre un peu l'exemple d'ISCA et puis l'année prochaine faire l'effort qu'il faut pour monter en Ligue 1 parce que vraiment, ils ont trop duré en Ligue 2. Aujourd'hui, le championnat de Ligue 1 est un peu insipide sans l'Africa. C'est une réalité. Mais aussi, il y a un avantage parce que depuis que l'Africa est en D2, la D2 aussi est suivie et c'est dynamique. Ça, c'est son côté adversaire, là, Très bien. Je pense qu'on va terminer le sujet. Ou Pascal, un mot? Non, pas du tout. Barry me regarde. Je laisse les experts donner leurs avis. Je suis heureux. Je ne voulais pas, mais je le laisse parler. Allez-y, Barry. J'ai aussi de la peine pour Herman et tous les supporters de l'Africa parce que... Je te tiens à l'œil. Hein. Allons-y. Mais en fait, l'Africa est devenu comme ce grand gaillard-là qui refuse de quitter le CM2 pour aller en 6e. Mais attendez, Barry. Je vous l'avais dit. Barry, je veux dire, soyez... Non. Vous croisez... Moi, je trouve que c'est une belle image. L'union sportive du Thiologo, on vous demande un but, ne serait-ce qu'un but. Si vous marquez, ISCA peut gagner 10-0, ils ne vont pas passer. C'est ça. Vous avez été incapable de marquer. J'entends un man utiliser des acrobaties pour essayer de justifier la défaite. Ça s'entend. Mais le match, il est fini, quoi. L'Africa reste... L'année prochaine, vous allez venir animer, hein, c'est important. Juste une manière de vous taquiner. Mais c'est dommage. J'aurais préféré quand même que l'Africa monte pour qu'on retrouve les justes à SEC Africa. Mais bon, c'est le football. Vous jouez, vous perdez. Et je voudrais tirer un chapeau à mon aîné Babou Eric, qui a quand même pu mobiliser les supporters de l'Africa, qui a fait un excellent boulot. Yodé Siro et tous les supporters de l'Africa Sport qui ont quand même donné... Ils ont fait le travail du public. Magnifique aussi, il ne faut pas oublier. Ouais, il y en avait beaucoup au stade. Je veux juste dire merci, hein, s'il permet. Je veux juste dire merci. Voilà, je veux juste dire merci et féliciter le jeune président de l'ISCA, Ahmed Rassoul, un jeune homme vraiment qui est passionné du sport, qui est vraiment dans la canne du sport, à travers le monde, en tout cas, il tourne beaucoup et il est très impliqué dans le domaine du sport. Il a investi vraiment toutes ses finances, tout son engagement dans cette équipe-là qu'il a récupérée il y a environ 3 ans. En D3, je vous dis qu'il a fait monter en D2 et aujourd'hui qu'il fait monter en Ligue 1. Je pense que c'est des jeunes gens qu'il faut encourager. Et ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, qu'on lui décerne le prix d'excellence quand même sportif cette année, quoi. Il le mérite vraiment. Marius, comment est votre point? Et on termine, on passe à autre chose. J'avoue que ce soir, c'est la mort dans l'âme que nous avons assisté à cette défaite de notre équipe
que nous adorons tant. La non-montée, sinon on La a fait match nul. non-montée, oui, mais c'est une défaite qui enregistre en même temps notre non-montée en Ligue 1. Or, une bonne équipe comme l'Africa Sport, qui a vraiment une histoire dans le football ivoirien, ne devrait pas nager et patauger encore en Ligue 2. Malheureusement, c'est l'amer constat, nous en faisons et il va falloir travailler d'arrache-pied et tout de suite et maintenant pour pouvoir préparer les joutes à venir en vue de notre montée en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà, et puis surtout ceux qui sont partis à Korogo en car, en voiture, il faut prudence sur les routes à cause justement de toutes ces intempéries. Et justement, nous en parlons, parce qu'à Abidjan et intérieur, le bilan est déjà inquiétant. Ce matin à 8 h, nous avions 227 victimes, 205 mises en sécurité, 17 évacués dans des centres hospitaliers et 5 décès. Les opérations continuent. Les vidéos donc, ont circulé sur la toile. Cette image difficile de ce Gbaka-là. Moi, mon point, j'aimerais vous demander, est-ce qu'on a des nouvelles? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a des informations pour rassurer l'opinion sur les passagers de ce Gbaka-là, Herman? Non, moi je pense que je sais qu'il y a une dame avec son fils, on ne sait pas comment, avec son bébé qui ont pu sortir. Il paraît qu'il y a 3 personnes. Mais bon, l'effectif dans un Gbaka, on connaît plus ou moins le nombre de passagers. Il y a 18 places. On espère que les autres. On a vu aussi sur 32 places. On a vu aussi sur les réseaux sociaux des noms de personnes qu'on a mises comme des portées disparues, que leurs familles recherchent, leurs collègues aussi recherchent. Donc on espère que le bilan ne va pas s'alourdir et que ces familles-là vont retrouver leurs proches. Moi, je voudrais revenir sur la notion de vigilance. On a la Sodexam et tous les organismes qui sont en charge de nous faire le point de la météo, de nous avertir sur la météo qui arrive. Voilà, vous avez le bulletin météo d'aujourd'hui. Et puis, hier, nous avions montré un autre bulletin où on avait des pastilles vertes, oranges et rouges. Je pense qu'il faut mettre en place un dispositif officiel qui dit que quand on est en vigilance orange, les gens ne vont pas travailler, les transports sont arrêtés, et qu'on prenne un certain nombre de mesures qui correspondent à un niveau de vigilance. Ça, c'est clair. Ouais. Parce que si on dit qu'il va pleuvoir, si on sait qu'on n'a pas encore résolu tous les problèmes liés à notre réseau d'évacuation des eaux, si on sait qu'on n'a pas encore résolu, même si c'est en cours, un certain nombre de problèmes liés aux constructions, à nos marchés, à leurs accès, à nos quartiers, eh bien, que les alertes correspondent à un certain nombre de mesures officielles. Et je pense que ça résoudra beaucoup de choses. On a beau dire aux gens qu'il va pleuvoir, s'ils se sont obligés d'aller à un rendez-vous, au marché, au travail, tout simplement, et qu'on n'a pas dit qu'on ne travaille pas aujourd'hui, ben, ça ne veut rien dire de dire qu'on est en vigilance orange. Alors à quoi ça mène une vigilance orange en Côte d'Ivoire? Il faut qu'on le détermine maintenant. Et là, je pense qu'on est en vigilance rouge dans beaucoup de régions. Et ce n'est pas fini. Élisée Bolobo, le point de Pascal est très important parce que dans certains pays, lorsqu'on sent que les intempéries seront assez dures, on donne des mesures à la population. Restez chez vous. Quand vous dites soyez prudents sur les routes, quelqu'un qui prend un Gbaka, qui ne conduit pas lui-même le Gbaka, il fait comment pour être prudent puisqu'il est assis et sa vie est tenue par un individu? On a vu un peu avec ce Gbaka-là. Pour vous, comment est-ce qu'on règle cette question de façon définitive? Bon, je pense que Pascal a planté un peu le décor en matière de responsabilité au niveau étatique. Je pourrais ajouter à cela peut-être l'accentuation et l'accélération des travaux, en tout cas qui concernent l'assainissement et les voies d'évacuation des eaux usées. Je pense qu'à ce niveau aussi, il y a quand même des efforts qui ont été faits, ça on ne peut pas le dénier, mais je crois qu'encore il reste beaucoup à faire sur lesquels on devait pouvoir quand même revenir. Mais à côté de ça, je crois qu'à côté de la responsabilité étatique, je veux dire des gouvernants, on a aussi cette responsabilité même des citoyens que nous sommes. Les citoyens que nous sommes qui très souvent négligeons ou du moins nous amusons avec la mort en réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut souvent... Cette pluie-là, comme vous le dites, même la scène qu'on est en train de vivre là, c'est une scène en soirée. Mais si vous regardez la météo depuis hier, la météo a démarré depuis, je dis, dans la nuit d'avant-hier en fait. Jusqu'au matin, la pluie a commencé. Donc, déjà, quand on voit cette pluie qui a commencé la veille, qui continue le matin, même si c'est vrai qu'on doit sortir, mais je crois que le réflexe qu'on peut avoir... Mais est-ce que nous l'avons justement? C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis que quelque part, nous aussi, on doit pouvoir adopter un certain nombre d'attitudes et d'habitudes. Ça veut dire qu'avant de sortir, on peut déjà prendre la peine, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde est doté de smartphones. Et les bulletins météo de la Sodexam sont émis
tous les jours, il y a des bulletins météo qui sont émis. Donc, on peut déjà même essayer de voir que nous prévoit la météo aujourd'hui avant de prendre un certain nombre de dispositions. Deuxièmement, il y a l'incivisme des citoyens. Aujourd'hui, tout ce que nous payons là, il y a des efforts, comme je le dis, qui ont été faits par les pouvoirs publics pour se curer les caniveaux, pour en tout cas aménager des voies d'évacuation d'eau usée, mais que parfois, nous-mêmes, citoyens, transformons en poubelle publique, poubelle en plein air en fait. Nous renversons dans ces caniveaux-là tous nos déchets. J'en veux pour preuve même, allez-y voir ce qu'ils ont appelé le bassin du Gourou. Oh my God. Le bassin du Gourou en face de Fratmat. C'était matin, oui. Dans la zone de Fratmat matin. Vous avez vu qu'ils ont mis des grilles. Quand vous regardez de ces grilles-là jusqu'à près sur 300-400 mètres, ce n'est que fait de sachets plastiques et de déchets. Vous comprenez combien nous-mêmes, on crée les conditions de notre suicide, en fait. Donc, je pense que quelque part aussi, il faut que nous, en tant que citoyens, on soit vraiment prudents et vigilants. Comme j'ai parlé de civisme, ceux qui aujourd'hui décident, parce qu'ils ont eu un peu d'argent, de bâtir des maisons, les modifier, les transformer au détriment même du bien-être des autres et qui ferment toutes les voies usées parce qu'ils veulent modifier leur maison. Des constructions aussi qui ne respectent même pas les normes de construction comme il se doit, avec des bâtiments qui ne tiennent même pas à la première pluie qui s'écroule. Il y a tellement de situations qui sont, je veux dire, du fait de nous en tant que citoyens, qu'il faut quand même qu'on commence à réparer pour éviter qu'on soit chaque fois en train de faire ce décompte macabre-là. Barry, quel est votre point là-dessus? Élisée a aussi fait la jonction sur les bâtiments. On a vu des bâtiments évacués aujourd'hui parce qu'évidemment, les fissures sont tellement fortes que rester dedans, ce sera vraiment aller au suicide. Mais aussi la population, l'action de l'État. On a parlé, surtout Pascal a soulevé le point de vigilance orange, vigilance rouge. Regardez le cas de, je crois qu'il quittait Yamoussoukro, UTB, qui est bloqué. Normalement, si on avait une certaine habitude d'information, quand on est en vigilance d'une certaine couleur, on devrait interdire justement les cars de pouvoir prendre des passagers et partir. Mais bon, il pleut, comme on dit en Côte d'Ivoire, on s'en va, nous on l'est, et puis bon, au milieu, on cherche à voir comment on gère les différentes personnes. Oui. J'ai envie de dire pour mon premier point qu'il faut d'abord saluer la dextérité des agents du groupement des sapeurs-pompiers militaires oui, il faut un travail formidable. Qui sont à l'œuvre depuis hier, parce que moi, hier, je suis rentré à la maison autour de minuit, 1h du matin. Il faut dire que Yopougon, l'autoroute était complètement impraticable. Vous étiez bloqué, en fait? Oui, on a été bloqué. Je suis arrivé à Djamé autour de 21h, il n'y avait personne. Donc, je me suis abrité chez un frère. C'est autour de 23h30 que j'ai emprunté le véhicule. Et vu que l'autoroute et l'ancienne route étaient complètement bouchées, on a dû rebrousser chemin, passer par le pont, le 4e pont, qui relie Adjamé et Yopougon. J'avoue que ça a été d'une utilité exceptionnelle. Ce 4e pont-là. Hier, il a été d'une utilité. Plein de personnes y sont passées et rapidement, vous rentrez chez vous. Mais ce que je veux dire aussi, c'est de saluer la solidarité, l'élan de solidarité. Parce qu'il y a quand même des jeunes Ivoiriens qui ont bravé la pluie, qui venaient en aide à d'autres, aux véhicules, aux personnes en difficulté. Et même quand vous voyez la vidéo, vous voyez qu'il y a des jeunes qui plongent, qui essaient de sauver des vies. Mais attention aussi à plonger. Non, c'est vrai qu'il y a le danger, mais moi, je veux juste noter l'élan de solidarité. Ouais, c'est ça. Maintenant, autre chose, le point le plus important, c'est qu'Élisée a évoqué l'incivisme. Vous savez, dans la sensibilisation, il faut prendre en compte la perception de l'autre. C'est ça. Celui vers qui on se tourne, comment il comprend une situation. Comment est-ce qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens comprennent un caniveau? C'est quoi un caniveau pour eux? Pour vous, c'est aussi basique, mais il faut pouvoir y aller. Voilà, il faut eux, ils perçoivent, certaines personnes perçoivent le caniveau comme un dépotoir. C'est pourquoi ils se débarrassent des ordures. Donc, il va falloir travailler sur ça. Quand vous prenez l'indénié hier, vous ne pouvez pas compter, imaginer le nombre de bidons et d'objets usés, même des mortiers qu'on retrouve. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a certainement dû jeter. Donc, il faut travailler sur le mental des gens. Il faut que les gens comprennent qu'un bâtiment, on ne le construit pas n'importe où. Le gouverneur du district a fait un travail. Il a beaucoup été critiqué dans la manière, mais je pense que aujourd'hui, il y a certaines localités où il a eu à toucher. J'avoue que s'il ne l'avait pas fait, on aurait assisté à une tragédie hier. Mais justement, l'exemple, c'est Banco. Regardez ce qui se passe à Tekoubé Mosikro, justement, on a le point. Éboulement sur une habitation de 2 maisons, sur 6 habitants, 5 rescapés et 1 introuvable. Les services compétents sont sur place. Et le point, c'était donc le 14 juin 2024. Et Mosikro, vous voyez que ce n'est pas la première fois. J'ai envie de dire que c'est bis repetita, en fait. Chaque année, Mosikro
à son lot de morts. Donc, il va falloir complètement délocaliser ces populations-là. Ici, sinon, chaque année, ce sera le même nombre de morts, en fait. Marius Kamoré, votre point. Non, il a dit, lorsque l'État, à travers donc, le gouverneur du district, agit pour préserver des vies, on est les premiers en tant qu'organisation de la société civile à élever la voix, certainement pour le simple fait que les populations déguerpies n'ont pas été relocalisées ou relogées. Mais il n'en demeure pas moins de rappeler, et ça nous l'avons toujours dit, que ces actions sont salutaires. Parce que, comme le disait Barry, aujourd'hui on parle de Mosikro à Tekoubé, mais qu'en serait-il de Pays-Bas au Koweït? Qu'en serait-il de Boribana et autres, si d'ordinaire, ces quartiers n'avaient pas été déguerpis? J'avoue que chaque année, et ce depuis 2014, le pays enregistre que des morts. En juin, surtout dans le mois de juin. Et alors, on a un point du 1er avril au 10 juillet 2023, on a eu 30 morts. 30 morts. Mais moi, je vous rappelle que le 19 juin 2014, on a eu 23 morts. Dans le district d'Abidjan. Et ça évolue. Excuse-moi. Ouais. Mais en 2019, on a eu 19 morts, avec 51 personnes mises en sécurité et 13 évacuées. En 2020, il y a eu des inondations également qui ont enregistré 17 morts. Et ça, c'était dans la zone d'Anyama. C'est ça. Bon, le plus lourd bilan remonte au 29 mai 1996 dans le Grand Abidjan où nous avons enregistré 28 morts. C'est énorme. Si chaque année, l'État de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire la nation ivoirienne, devra enregistrer de différents morts. Le plus grand bilan, c'est en 2023, 30 personnes. J'épargne les maisons qui sont totalement inondées. Des domiciles de personnalités, des domiciles de simples citoyens qui sont totalement inondés. Parce que Élysée le disait, l'incivisme ayant pris le dessus, les gens construisent sur les bassins de forage, les gens construisent sur des caniveaux. En tout cas, il faut que l'État reprenne ses prérogatives. Mais l'État, qu'est-ce que l'État n'a pas fait qu'il devrait faire aujourd'hui? L'État doit continuer justement le travail qu'en ce moment abat le district d'Abidjan pour préserver des vies humaines seulement. Et là, nous insistons dessus. Nous ne sommes pas contre les déguerpissements des personnes, je vais dire, qui vivent dans des zones à risque. Mais nous souhaitons tout simplement que les déguerpissements, comme l'a dit le président de la République, se fassent à visage humain. Très bien, merci. Herman, l'idée, c'est que la saison continue, hein, et assurément que les pluies s'en iront crescendo. Ouais, déjà même avec ce qu'on voit, ça m'a averti 3 jours de pluie comme ça. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures drastiques, Herman? C'est pourquoi je voulais insister sur ce que Pascal a dit, c'est tellement responsable. C'est clair. Vous savez qu'aux États-Unis, j'étais enseignant, lorsqu'on a une certaine densité de tombée de neige, on arrête, personne ne sort. Et ceux qui sont au travail, qui sont bloqués au travail, ils restent pour continuer le service. Ceux qui sont restés à la maison, on leur dit de rester à la maison. C'est juste responsable. Il ne s'agit pas de laisser tout le monde sortir. Les gens, parce que les préoccupations des gens, c'est quoi? Ils doivent se rendre au travail. Oui, parce qu'il n'y a pas de si on leur disait que s'il y a un problème comme ça, s'il y a un problème où tout est orange, on reste à la maison. Mais ils n'ont pas ce mécanisme-là. Donc, ils se débrouillent pour arriver. Et ils sont piégés par tout ce qu'ils trouvent. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille vers cela. C'est pas... Parce qu'après, les dommages qu'on a lorsque les gens meurent, il y a des décès, les gens perdent leurs biens et autres, c'est encore plus lourd que ce qu'on aurait perdu si on faisait l'économie de rester à la maison. Ça c'est un premier point. Mais vous savez, tout à l'heure, Élysée parlait du réseau d'évacuation, les collecteurs principaux qu'on voit. Effectivement, il y a les collecteurs principaux. Mais vous savez bien que les nouveaux quartiers qui se créent, j'ai dit ça hier, je l'insiste aujourd'hui, il n'y a aucun système de drainage des eaux de pluie, il n'y a aucun système d'évacuation des eaux de pluie. De raccordement. Souvent, les gens créent leur maison, ils sont obligés eux-mêmes de mettre tout un caniveau, mais ce n'est pas raccordé à une autre maison, les maisons, les constructions voisines. Si on dit aucun, c'est fort. Il n'y en a pas. La plupart dans nos quartiers, il n'y a pas de caniveau, ou bien quand il y en a, c'est un particulier mais pour lui. Peut-être tu as trouvé le 10e voisin a mis pour lui, mais il n'y a pas un... Donc l'eau se cherche, comme on le dit. L'eau se cherche. Quand l'eau se cherche, il y a problème. Et puis quand bien même il y en a,
comme ils ont dit là, les gens font le sein dépotoir. On lui place, comme on connaît des habitudes des Ivoiriens, on lui place des caniveaux, fait les avaloirs. Les avaloirs, ce sont des caniveaux qui sont fermés. Si les caniveaux sont fermés, ou dans les quartiers où les caniveaux sont fermés, ils ont un problème. Il n'y a véritablement pas... L'eau a un circuit, l'eau a un circuit. Mais il faut arriver à cela. Hier, on a reçu le président de l'Ordre des architectes, qui était plus ou moins qui fait le constat avec nous. Avec nous, bien sûr. Sur ces questions-là, eux, ils sont, comme on pourrait dire, ils sont co-observateurs, ils constatent effectivement, quand ils ont des maisons à bâtir, à construire pour des gens, et qu'il n'y a pas de système de drainage des eaux usées et autres, là, il faut créer un système pour celui qui a fait, mais ça ne peut pas répondre au problème. Très bien. Il faut qu'on adresse ces situations-là. Voilà. Et puis, il y a que pour terminer, vous savez que les Ivoiriens aujourd'hui, il y a quand même des méthodes de transport qui sont économiques. Il faut d'abord même régler, je ne sais pas, les BACA, les véhicules de transport en commun. Pour vous, il y a une responsabilité dans cette parce que ces véhicules-là, depuis 30 ans, sont sur les routes. Qu'est-ce que vous leur reprochez dans cette affaire de pluie? La semaine dernière, il y a un qui était à Yopougon, je crois, il était accroché, un apprenti. On dit qu'il était accroché, et puis ces véhicules-là, on ne sait pas comment ils passent les services techniques, mais vrai pour aller regarder. Donc, il faut pouvoir régler ça. Un véhicule qui a fait 30 ans ou même 40 ans, qui est encore en circulation. Parce que quand tu regardes l'état, on sait que ça ne doit pas rouler. Nous tous, on est conscients que ça ne doit pas rouler. Souvent, même on monte dedans, on sait qu'on est en danger. On voit le goudron défiler, exactement. Les Ivoiriens aussi, vous qui avez des voitures. Et ça, on parlait de solidarité tout à l'heure. Les gens, ils ont leur véhicule, ils vont quitter Benjerville. Ils sont dans leur véhicule, les gens sont entassés dans le carrefour en train d'attendre des moyens de transport en commun pour partir, mais ils sont dans leur fréon, fermés, les vitres fermées, et puis ils roulent avec leur voiture vide, ils s'en vont au plateau. Il faut de la solidarité. Aider les gens, quand on propose des solutions comme le covoiturage, ça ne les intéresse pas, ils snobent, mais il faut arriver à cela. En Europe, où partent les gens, quel que soit leur moyen, quand ils quittent Paris pour aller à Nice, qu'ils quittent Paris pour aller en Belgique, il utilise sa voiture, il sait qu'il y a d'autres personnes qui s'en vont, ça lui permet de payer du carburant, cela on appelle le covoiturage. Il faut que les Ivoiriens essaient cette solidarité-là aussi. Je pense que ça peut régler les problèmes. La responsabilité du gouvernement et de nos structures étatiques, c'est de se dire attention, il y a peut-être une communication à faire sur tout ce qui est vigilance. Parce que si pour la vigilance, pour moi, veut dire quelque chose, le citoyen qui quitte son quartier ou sa maison pour aller au travail, pour lui, peut-être ça ne veut rien dire. On lui dit simplement faire attention. Faire attention, il fait comment? Vigilance orange, vigilance rouge, ça veut dire quoi? Je pense qu'il faut communiquer. Et quand vous sentez que ça va devenir un peu, voilà, vous voyez, l'alerte orange sur le voilà, alerte renforcée. Attention. Bon, est-ce que ça veut dire... Vous voyez en dessous, quand c'est blanc, c'est pas de vigilance particulière. On a des codes couleurs. Quand c'est jaune, vigilance jaune, inondation faible, impact, soyez attentifs. Quand c'est orange, vigilance orange, inondation à fort impact, soyez vigilants. Et quand c'est rouge, on vous dit vigilance rouge, inondation. Alors, ce qui manque, voilà, justement. C'est la contrainte pour chacun, qui s'appliquerait d'ailleurs à tous, à chaque niveau de vigilance. C'est cette contrainte-là qui doit être claire. Après, je voulais ajouter quelque chose, c'est que dans les États organisés, peu importe d'ailleurs, si on avait un système sain, si tout était parfait, de toute façon, le changement climatique avec tout son corollaire peut également faire que les pluies soient catastrophiques pour les citoyens. Mais au moins, les populations soient informées. Voilà, non, je veux dire, supposons que nous soyons dans un état où les constructions sont respectées, les caniveaux, les eaux s'écoulent normalement. De toute façon, à un certain niveau de pluie, de toute façon, il y a danger. Vous voyez, très bien. Dans des États organisés, même la pluie, quand elle est à un certain niveau, quand il tombe 6 mois de pluie en un jour, en une nuit, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, il faut que ces alertes, ces vigilances, non seulement correspondent à quelque chose, mais je préfère qu'on voit des pompiers ou des organisations organiser, par exemple, des livraisons de matériel, de repas. Que les citoyens dehors, en fait. Que les citoyens soient dehors, que ce soit eux qui soient obligés de venir les secourir. Donc, ça appelle à un certain type d'organisation également derrière. Alors, l'idée, en tout cas, c'est lorsque vous voyez cette vigilance-là, qu'on puisse dire aux Ivoiriens, attention, comme nous sommes à la vigilance orange, les cars sont interdits de rouler, les citoyens restez chez vous jusqu'à ce que la situation puisse s'éclaircir. Pour qu'on puisse ne pas dénombrer des morts ou des disparus, parce que des noms circulent sur la toile, des familles peut-être cherchent des personnes, enfin bref,
Nous souhaitons que tout le monde soit retrouvé en bonne santé, mais il faut que les structures de l'État puissent nous aider en la matière et communiquer en fonction et prendre les décisions qui s'imposent pour le bonheur des Ivoiriens, des populations qui vivent en Côte d'Ivoire. Surtout la sécurité, parce que là, d'autres sont encore au travail, ils vont partir bientôt à la maison. Est-ce qu'ils doivent rester? Bref, il faut qu'on puisse nous dire quelque chose. Il faut leur rappeler surtout que le mois de juin et le mois de juillet sont les deux mois où nous avons de très grandes pluies et donc les inondations continueront. Alors, messieurs, c'est sous les pluies, sous ces pluies torrentielles, que je vous demande de pouvoir regarder un peu ce qui se passe du côté du ministère de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, parce que simplement, dans cette fraîcheur-là et dans tout ce qu'on a vu et qui nous inquiète, nous avons M. Kwame Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir. Il est secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, SYNATSI, et il se projetterait une grève au niveau donc de vos services et de tous les agents qui travaillent sous votre coupole. Pourquoi vous annoncez une grève, monsieur le secrétaire général? Merci de nous recevoir sur votre plateau. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup pour cette chaleur-là que vous apportez au peuple ivoirien. Le syndicat que je dirige, c'est le SYNATSI. SYNATSI, ah d'accord, j'ai mal lu, j'ai dit SYNATSI. D'accord, très bien. Voilà. Et je suis le premier vice-président de l'intersyndicale des personnels administratifs et techniques du ministère de l'Enseignement supérieur. Ah d'accord, très bien, allez-y. Voilà, le président vous présente ses hommages. Il est à Boaké, il n'a pas pu être là. C'est qui? Monsieur Gapea Emerson. Très bien, allons-y. Voilà. Et donc, nous sommes en pleine grève, déjà. Ah, vous êtes en pleine grève. Voilà. Pourquoi? La grève a débuté depuis le mercredi et cette grève va finir aujourd'hui. Nous sommes en grève parce qu'il y a un problème de bonne gouvernance au niveau du ministère. Voilà. C'est fort, ça. Oui, c'est fort parce qu'on parle des vies des personnels. C'est des vies. D'abord, le premier problème, il y a deux problèmes majeurs. Le premier problème, c'est le problème des heures supplémentaires. Vous savez, il y a une grille dans les budgets de tous les instituts, les universités, toutes les structures sous tutelle de l'enseignement supérieur qui bénéficient de ce budget-là, et ce budget-là est très mal réparti. Ce budget-là est réparti à la tête du client. C'est-à-dire l'argent est là, l'argent est disponible, mais il n'y a aucun cadre légal qui permet de savoir qui touche quoi, à quel niveau de responsabilité et comment. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis nommé responsable d'une des structures. S'il y a quelqu'un que j'apprécie bien, je peux lui donner un montant, peut-être 400 000, 500 000. Il y a des servantes même qui sont à la maison qui ont touché 2 millions. Chez vous, au niveau de... C'est ce que vous dites? Oui, dans le ministère, à Boaké. Vous avez les preuves de ce que vous affirmez, c'est grave quand même. Oui, parce que c'est un ministère sérieux. Oui, il y a eu une grève pour ça. Il y a eu une grève à Boaké, il y a 2 ans. Il y a eu une grève. Et même à Daloa, il y a eu des coachs sportifs qui sont venus émarger. Voilà, qui sont venus émarger sur le budget là. Qui est venu émarger, reprenez un coach sportif. Qui est venu émarger sur votre... membre, voilà, qui n'est pas personnel administratif. Et vous avez les preuves de tout ce que vous affirmez, évidemment. Ben oui, parce que c'est sûr. Il y a eu des mouvements de grève, il y a eu des revendications, des protestations. Très bien. Voilà, donc cette manière de gérer là, c'est pas correct. Élisée Boloubeu. Ok, d'accord, j'entends ce que vous dites. Hein. C'est votre version, compte certainement peut-être celle du ministère quand on les aura. Mais ce que je veux dire, depuis lors, c'est-à-dire depuis ce constat qui a été fait, vous avez évoqué la question de il y a 2 ans à Boaké, et puis quelques temps en arrière encore. Quelles sont les actions que vous avez posées à l'endroit de la tutelle, ou même au-delà de la tutelle, parce que la tutelle a un responsable, qui est soit le Premier ministre ou le Président de la République. Est-ce que vous avez fait des courriers avec ampliation, ces preuves-là à l'appui que vous avez adressées soit au Premier ministre, mais que vous avez adressées au Président de la République pour pouvoir signaler ces cas-là, si tant est que vous avez effectivement les preuves? Et quels ont été les résultats à ce jour, si ça a été entrepris? Bien entendu, vous voyez ici, j'ai une chemise de tous les courriers que nous avons adressés. Tous les courriers sont là. À qui? Au ministère. Au ministère, bien sûr. On peut voir les courriers. Au ministère de l'Enseignement supérieur? Oui, au ministère de l'Enseignement supérieur, les courriers sont là. D'accord. Élisée, on peut voir les courriers? Oui. Quelques-uns quand même. Oui. Donc tous ces courriers-là retracent... Voilà, ça va, juste ça. Avec les décharges. Okay. Avec les décharges. Ok, d'accord. Okay. Voilà. Donc, vous savez, le Président de la République il a pris sur lui de
de mettre en place une trêve sociale, que tous les syndicats essaient de suivre. Vous voyez, ce n'est pas facile, on essaie de suivre. Parce que ce n'est pas tous les syndicats qui sont signataires de la trêve sociale. Vous voyez, mais on essaie de suivre, parce que c'est pour le bien de tout le monde. C'est ça. Mais quand on constate un problème et qu'on déverse ça dans le comité sectoriel de dialogue social, on attend des résultats, on discute. Mais il y a des problèmes urgents qui demandent une réaction urgente du ministère. C'est pour quelle vous annonciez une suspension de grève. Oui, en fait, vous voyez, il y a beaucoup de courriers. Il y a une première grève. Il y a un premier préavis de grève qui a été déposé. Il y a un premier préavis de grève qui a été déposé. Vous voyez? Il y a un premier préavis de grève qui a été déposé. Et malheureusement, le ministère a fait la sourde oreille. Parce que rencontrer des gens pour discuter, quand on discute, on attend un résultat. C'est ça. Voilà, on ne vient pas s'asseoir pour parler. On va parler de quoi? On discute pour atteindre un but. Et ce sont ces discussions-là qui n'atteignent pas de but. On va à des discussions, on nous convoque à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on vous dit à ces discussions-là? On nous dit, oui, on a compris, on va vous revenir et tout, alors que des gens souffrent. Et qui vous dit, qui vous reçoit? C'est avec qui vous discutez? Voilà. On discute avec le ministère, c'est-à-dire le ministre lui-même, ou bien ses collaborateurs, c'est-à-dire le chef de cabinet, le conseiller technique, M. Soro Mamadou, que vous connaissez bien, M. Soro Mamadou, qui est le syndicaliste lui-même, qui est par ailleurs le directeur du cours A1 d'Abidjan. Voilà, donc c'est tous ces collaborateurs-là qui nous reçoivent. Mais il n'y a pas de réponse concrète. Et donc, quand on dépose un préavis, le préavis, ce n'est pas la guerre. C'est ça. C'est pour amener le ministère à réagir promptement. Mais quand on ne réagit pas, malgré qu'ils n'aient pas réagi, on a suspendu le mot d'ordre de grève. Très bien. On a suspendu. Marius Komoé, question. Alors, je vous ai bien écouté. Tout cela, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien sûr. L'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Et nous en sommes largement conscients parce que sur même ce plateau, nous en parlons très souvent. Un fonctionnaire qui travaille, c'est plusieurs personnes adossées à son pouvoir d'achat. Et donc, normal que quand l'État améliore vos conditions de travail et de vie, eh bien, cela a une répercussion sur les vôtres. N'empêche que nous avons souvenance que l'État a fait énormément d'efforts dans le secteur, j'allais dire, au niveau de la fonction publique. En termes d'amélioration des salaires des fonctionnaires, il y a eu des ajustements et l'État continue ses efforts. Marius, la question. Au final, aujourd'hui, malgré les discussions que vous avez menées avec votre tutelle et les incompréhensions qui sont nées de ces discussions, quel est aujourd'hui le bilan que vous faites de votre grève qui finit demain? Bien entendu que votre question est très intéressante parce qu'il faut savoir que au ministère, dans l'administration publique ivoirienne, il n'y a pas que les fonctionnaires. Il y a des personnels soumis, voilà, il y a des personnels privés. C'est ça. Voilà. Et c'est le deuxième problème qui nous envoie ici. Vous voyez, les salaires de ces personnels-là ne respectent aucune loi en vigueur en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous voyez, il y a des documents qui sont pris, il y a le décret même qui a été pris par le chef, le président de la République. Mais qui dit? Qui augmente le SMIC. Vous voyez, de 60 000 à 75 000. Oui. Mais je vous dis que sur les 20 structures sous tutelle de l'enseignement supérieur, aucune structure n'applique ce décret. Mais c'est grave. Mais pourquoi? Les gens sont encore en dessous des 115 000? Ils sont en dessous. Je vous dis, je prends l'exemple de l'université Félix Houphouët-Boigny. Oui. Il y a des gens qui ont un salaire de 85 000. Quand on dit le salaire de 85 000, 85 ça veut 000? dire que la personne a 55 000. Oui, en puisque fait. le transport, c'est 30 000 francs. Absolument. Et je vous dis que dans les structures, même à Daloa, au cours de Daloa, il y a des gens qui sont payés à 60 000, qui n'ont même pas le transport. Et souvent, même ce qui est grave, on fait croire que le transport est par zone. Mais non, non. Non, le transport des fonctionnaires est par zone. Mais le transport des personnels privés, c'est un décret qui le stipule. Donc, c'est 30 000 francs sur l'étendue, c'est l'ensemble du territoire. C'est grave. Pascal? Oui, je vois que vous en parlez avec beaucoup d'affect et c'est normal parce que c'est vrai que tout ce qui touche aux conditions salariales, c'est sacré. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, mais c'est sacré le salaire et les avantages qui touchent également au salaire. Vous avez évoqué, Marius le disait, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais je veux bien croire que ce n'est pas que l'argent. Vous avez certainement, dans les discussions, mis sur la table un chapelet de revendications. Je voudrais, peut-être avant qu'on continue, que vous nous disiez exactement ce sont quoi
l'articulation principale de vos revendications. Il y a cette grille des salaires qui n'est pas respectée, en tout cas c'est ce que vous dites, mais quoi d'autre? Vous savez que le cadre formel pour le règlement des conflits sociaux dans le ministère de l'Enseignement supérieur, c'est le comité de discussion sectorielle. C'est ça. On a déversé tout là-bas. Mais la question des heures supplémentaires, c'est-à-dire que le budget est déjà là. Et c'est la mauvaise gestion qui fait que tout le monde en parle. Tout le monde grève, c'est à cause de la mauvaise gestion. Pour le salaire des personnels non fonctionnaires, c'est un décret de M. le Président de la République. C'est un décret qui a pris effet en 2023. Sans oublier l'arrêté du ministère de l'Emploi. Et qui n'est pas encore appliqué. Qui n'est pas appliqué. Donc, il y a ça au niveau des heures supplémentaires. Ça fait combien d'années que ça dure, ça? Bon, la question du salaire, c'est depuis 2023. Maintenant, la question des heures supplémentaires, c'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Très bien. Alors, donc, on veut partir à la prime, mais le dossier de la prime, c'est une procédure pour arriver au décret du président de la République. Mais avant ça, avant qu'on cherche de l'argent pour la prime, là, l'argent qui est disponible là, la gestion, c'est laquelle? Herman Aboua. Ouais, bon, moi, je note ce qu'il dit. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'accusations sans fait probant. Hein. Parce que quand il parle de mauvaise gestion, je pense qu'il doit pouvoir, lui, il est responsable syndical. Lorsqu'on s'engage dans des discussions avec votre interlocuteur, qui est le gouvernement, je pense qu'il y a des mots qui peuvent aussi faire en sorte que l'interlocuteur soit braqué. Moi, je pense que vous devez pouvoir, parce que vous devez avoir plus un profil de négociateur pour vos syndiqués que de faire l'affrontement, enfin, faire un combat de front. Ça, c'est votre méthode, à vous, je comprends. Maintenant, aujourd'hui, puisque finalement, vous avez dit que votre grève finissait aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas encore de suite. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais vous savez, la grève, c'est le dernier recours des syndicats. On a le personnel administratif et technique. Les syndicats n'ont quasiment jamais fait grève depuis l'histoire du ministère de l'Enseignement supérieur. On a tout supporté. Et si on arrive aujourd'hui, vous constatez beaucoup de passion dans ma voix, c'est parce que nous sommes à bout. Oui, maintenant, la question est fondamentale. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est une grève reconductible. Hein. C'est une grève reconductible, mais nous sommes toujours prêts à discuter. Donc demain, vous allez reprendre les services, mais en espérant que d'ici là, on vous écoute et que vous relancez. Justement, on a déjà fait une suspension. On va faire rapidement parce que le temps... Dans le suivi de cette grève, vous pouvez revendiquer quel taux de participation à cette grève que vous avez entamée, enfin qui a la fin de sa première... Taux de couverture. Le taux de couverture, on est le taux de suivi. Le taux de suivi de la grève, on a plus de 83% sur l'ensemble des structures. Territoire national. Sur l'ensemble du territoire national. 20 structures, plus de 83%. Élisée, rapidement. Élisée et Marius, vous allez partager la parole parce qu'on n'a pas assez de... Élisée, 30 secondes rapidement. Oui, moi je pense que, est-ce que objectivement, vous ne pensez pas que vous êtes en train d'être en porte-à-faux avec un engagement que vous avez pris vis-à-vis de l'État, à savoir la trêve sociale? Si vous estimez que le cadre de concertation ne passe pas, est-ce que quand vous signez la trêve sociale, on n'a pas créé un environnement de sorte que si sectoriellement, vous ne trouvez pas de solution, vous puissiez monter à une autre étape, à savoir la primature, parce que ça a été fait sous l'égide du Premier ministre. Est-ce que ça n'a pas été fait? Parce que quand vous faites une grève comme ça, c'est comme si vous allez à l'encontre de vous-même, vos propres engagements. Je complète en même temps, parce que vous avez dit à l'entame de vos propos que vous avez échangé également avec M. Soro Mamadou. On sait tous qu'il est leader syndical. Il est leader d'une centrale syndicale et non des moindres. Alors, comment se fait-il que... Et il est signataire donc de la trêve sociale. Alors, comment se fait-il que vous n'avez pas pu trouver solution? Il va répondre rapidement. Monsieur Soro Mamadou porte une double casquette. Il est en même temps responsable syndical, mais il est en même temps conseiller technique du ministre. Donc, vous voulez dire juge et parti, c'est ça? Voilà, c'est compliqué. Mais c'est tout comme... Pour répondre à mon voisin, voilà, ce ne sont pas tous les syndicats qui ont signé la trêve sociale. La centrale syndicale Espoir n'a pas signé de trêve sociale. Votre centrale, donc. Notre centrale syndicale. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous vous sentez libre de pouvoir mener action. Mais en tout cas, raisonnablement. Bien sûr. Ce que nous souhaitons, c'est que cette situation puisse trouver solution. Il y a des textes qui l'encadrent. On espère que le ministère va vous donner donc une oreille favorable à vos revendications et que vos conditions de vie s'améliorent. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Et rentrez prudemment chez vous. Merci. Nous sommes en vigilance orange. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité à ce programme. Continuez donc de nous regarder, mais surtout de prendre des nouvelles de vos proches qui ne sont peut-être pas encore entrés à la maison. Et n'oubliez pas les numéros, donc, que disent-ils, le GSPM. Et bravo au GSPM, bravo aux forces de police de Côte d'Ivoire. Bravo pour tout le travail que vous abattez. Nous allons parler, nous avons un invité non des moindres, Serge Villet, qui nous a rejoint, qui a fait un gros spectacle, deux gros événements, mais qui annonce encore 2 autres événements. On va décrypter. Serge, bonsoir, merci d'être là. Merci, bonsoir Mercure. C'est toujours un plaisir pour nous. Restez en notre compagnie. On parlera de, attention, ce documentaire inédit qui parle des 7 femmes de feu le président Houphouët-Boigny. Et je sais que vous ne voulez pas rater ça. Restez à notre compagnie. On reste toujours avec l'univers, on va dire, je ne dirais pas Houphouët, mais on va dire, je vous emmène un peu avec la relation, en relation de la Côte d'Ivoire avec la France. Bilatérale, merci Herman. Et on parlera d'investissement. Le contrat de je regarde Serge. Le contrat de désendettement. Mais cette fois-ci, on ira sur le contrat de désendettement de la justice, sur un point bien spécifique. Et donc, les membres du comité de pilotage de ce contrat-là se sont réunis. Élisée Boloubeu, on va essayer de faire un peu de la pédagogie avec vous. Le pédagogue. Voilà, vous êtes le pédagogue et vous savez qu'on aime bien vous entendre parler sur les questions des projets du gouvernement. Quand on parle de contrat de désendettement de la justice, à quoi faisons-nous référence, Élisée Boloubeu? Bon, déjà, il convient de préciser plutôt que c'est le contrat de désendettement et de développement, le CDD. Tout à fait. Et il s'étend sur plusieurs secteurs. Parmi ces secteurs, il y a la justice. C'est cela. Voilà. Donc, de quoi s'agit-il? En fait, c'est une reconversion de la dette. C'est-à-dire, je prends un exemple terre à terre, la Côte d'Ivoire doit un certain montant à la France. Oui. Au lieu qu'on rembourse ce montant de façon fiduciaire, la France nous dit non. Ce qu'on fait plutôt, vous convertissez cette dette-là dans des projets que vous allez réaliser en faveur des populations, en faveur du développement. Bien évidemment, de façon concomitante, hein, la France et la Côte d'Ivoire ensemble arrêtent les modalités de réalisation de ces différents projets-là. Donc voici un peu le sens du contrat de désendettement. Il a été lancé en 2012 en fait avec l'État de Côte d'Ivoire. Et il est à sa 3e phase, parce qu'il y a eu le contrat de désendettement 1, le contrat de désendettement 2, le contrat de désendettement 3. Déjà, il faut rappeler les différents montants. Hein. Le contrat de désendettement 1 a coûté 7 milliards 215 millions 527 000 francs CFA. C'est ça. Le 2, le second, le 2 est monté à 10 milliards 154 214 360 francs CFA. Et le 3e, 21 milliards 800 millions. Quand vous regardez, vous voyez toujours que les montants s'élèvent en fait. Parce que justement, la partie française a constaté la bonne exécution, je vais dire, de tout ce qui a été arrêté avec la partie ivoirienne pour la réalisation de ces projets et donc a estimé qu'il fallait rehausser ces montants-là à chaque fois. Et aujourd'hui, nous sommes à 21 milliards. On va revenir donc au secteur de la justice qui est pris en compte aussi par ce contrat, de désendettement-là. Déjà, sur cet aspect, il faut noter déjà dans un premier temps que sur l'aspect judiciaire, il y a 3 points essentiels qui avaient été pris en compte. Premièrement, améliorer le service public de la justice. Deuxièmement, améliorer l'accès des populations à la justice. Et troisièmement, la protection et la promotion des droits humains. Sur cet aspect, de 2013 à 2020 aujourd'hui, je vous donne rapidement les chiffres qui ont été réalisés. Dans le secteur judiciaire, 6 infrastructures judiciaires ont été donc réalisées, infrastructures judiciaires et pénitentiaires. Donc, attendez par là des prisons, attendez par là des tribunaux, attendez par là des cours de justice. L'Institut national de formation judiciaire également. Donc, il y a eu 6 infrastructures judiciaires et pénitentiaires qui ont été réalisées de 2013 à 2020. Il y a eu 3500 professionnels qui ont été formés. 3500 professionnels du secteur judiciaire. Donc, magistrats et greffiers. Qui ont été formés. Il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été sensibilisées aux droits humains, à travers, bien évidemment, des mécanismes comme le CNDH, le Conseil national des droits humains, des droits de l'homme, pardon, et puis, bien évidemment, les mécanismes de la justice. Donc, comme vous le constatez, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui ont été réalisés dans le cadre du CDD sur le secteur judiciaire. Comme je l'ai dit, ce n'est pas juste le secteur judiciaire, ce n'est qu'un aspect, parce qu'il prend en compte l'éducation, il prend en compte la formation, il prend en compte la justice qui nous intéresse. Le secteur de l'eau. En tout cas, c'est beaucoup de secteurs, en fait, les secteurs, les secteurs socio-économiques. Mais aujourd'hui, c'est la justice. C'est la justice et on voit évidemment que grâce au CDD, beaucoup a été réalisé dans le secteur de la justice. C'est vrai que ce n'est pas encore fini, mais il est important de préciser parce que certains penseront peut-être que
ces initiatives du CDD s'inscrivent uniquement, c'est-à-dire quand je parle de justice, c'est juste les initiatives du CDD qui se font dans le secteur. Non, non, non. À côté du CDD, il y a les projets même du gouvernement et pour lesquels il y a des budgets qui sont alloués, qui prennent aussi en compte ces secteurs en réalité. Très bien. Aussi important. Pascal, un commentaire et ensuite... J'ai juste une question. On prend le commentaire de Pascal et puis ensuite la question. Bah, écoutez, moi j'ai essayé de regarder sur le maillage de ce programme-là. Comment les montants sont utilisés, mais est-ce qu'ils sont utilisés sur l'ensemble du territoire national? Et c'est un maillage qui est intéressant. Mais je voudrais revenir, moi, par contre, sur le secteur de l'éducation et de la formation, parce qu'on voyait des jeunes tout à l'heure à l'écran. On sait que le gouvernement a pu construire un certain nombre de collèges de proximité. Alors, un collège de proximité, c'est des enfants qui vont moins loin à l'école ou alors qui ne sont pas obligés de quitter leur circonscription pour aller à l'école. C'est très important parce qu'après, ça pose ça pose des problèmes d'hébergement, de nourriture, donc ça peut impacter, et même de grossesse précoce en milieu scolaire, donc ça peut impacter. Je vois qu'il y a eu 240 collèges de proximité qui ont été financés, des écoles primaires, plus de 100, la réhabilitation de 14 CAFOP, qui sont nos centres d'accueil à la formation pédagogique, et l'appui aux universités, à l'INHP, HB, et la réhabilitation ou la construction de 12 centres de formation professionnelle, et 50 000 jeunes accompagnés vers l'emploi ou l'auto-emploi. Alors, on recevait, il y a quelques instants, le premier vice-président d'un des syndicats du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur, c'est ça. Et moi, j'aimerais juste porter un regard sur l'ensemble de ces financements-là qui sont sur les infrastructures. J'espère que ce sont des financements aussi qui vont aller dans les personnels et leur capacité à se déployer de façon plus efficiente en améliorant leurs conditions de travail, parce que c'était ça son sujet aussi. Parce que l'aide au développement, quand elle est reconvertie comme ça, il ne faut pas qu'elle soit que sur les structures, que sur le matériel, mais sur l'humain également. C'est un point que je trouverais important de dire. Et peut-être qu'en parcourant le C2D, on parle de 50 000 jeunes accompagnés. J'espère que je pense que c'est un programme aussi. En tout cas, je l'espère, qui le fait. Revenons donc au C2D. J'ai juste une question. Justice. Pour comprendre. Oui, au C2D justice. Oui. Est-ce que ce programme de désendettement, je crois bien, ça veut dire qu'on a un volume de dette qu'on doit peut-être à la France, et la France nous le libère cette dette-là, c'est ça? Ou bien nous demande de le reconvertir. De le convertir, voilà. Mais elle n'a plus besoin de cela. Oui, quand le reconvertir, ça veut dire que c'est annulé en réalité. Mais c'est pourquoi justement, dans l'élaboration de ces projets-là, on le fait d'accord parti. C'est-à-dire on ne laisse pas dans un bureau à 4 et puis on décide d'accord parti. En fait. Si ce n'est pas pour rembourser, okay. Non. Bon. Parce que justement, après, il va falloir, si elle ne le fait pas, qu'on rembourse, après encore, on va demander encore d'autres rallonges et tout ça. Donc c'est pour éviter qu'on y arrive en fait. Alors nous sommes à la chute de ce sujet-là, Marius. On termine avec une contribution. Et puis on passe à Serge Pilet. Allez-y. Non, je voudrais tout simplement rappeler que le C2D est parti d'abord du DSRP, du document de stratégie pour la réduction. Ça, c'est le cœur qui a engendré le C2D. Parce que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être éligible à l'initiative PPTE, à l'époque, avait été piloté par le ministre feu Paul Boabré. Paul-Antoine Boabré. Et M. Diaby Nansine, qui fut par la suite, sous le régime actuel, directeur général du Fonds d'entretien routier, en était le coordonnateur. Moi-même, en tant que leader des organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs, j'ai participé à la rédaction de ce document. Et donc, dès lors que la Côte d'Ivoire était éligible à l'initiative PPTE, il a fallu donc transformer les dettes que nous devons aux partenaires techniques et financiers, sinon aux pays étrangers, en réalisation d'infrastructures telles que contenues dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Merci beaucoup, Marius, d'avoir été au cœur du dispositif. Toujours. À l'effet de nous informer. Il va faire le C2D4. Oui. Voilà. Alors, le pont est vite fait quand on parle de contrat entre la Côte d'Ivoire et la France. Et on revient donc à un personnage mythique, un personnage immense qu'a été le président Félix Houphouët-Boigny. Le pont est tout trouvé. Les deux représentations de cette comédie musicale sur Houphouët, c'était simplement magnifique, magistral. I don't know. Je ne sais pas quel autre mot. C'était beau. Herman, vous y étiez? Oui, le vendredi. Le vendredi. Élisée, vous y étiez? Phénoménal avec mon épouse le samedi. Très bien. Pascal, non, vous, non, je ne vous ai pas vu.
Ni vendredi, ni samedi. Marius, il était là. Ah oui, bien Mais sûr. est-ce qu'on peut applaudir Serge? Franchement, Brillantissime spectacle. C'était magnifique. Magnifique. C'était beau. Les acteurs avaient le mot, avaient la danse. Ils étaient en direct, hein. Personne n'a dégamé. On n'a pas eu belle prestance, quelqu'un déplacement sur scène. qui est sorti de sa gamme, de sa note. Non. C'était préparé, mais orchestré de façon majestueuse, millimétrée, mais c'était beau. Bravo, Serge. Bravo aux artistes. En un laps de temps, en plus. Oui, c'était... Bravo aux artistes. Et comment on se sent, justement, quand le jour J, le J est là, En fait, et moi, qu'on voit le bébé Moi, je ne suis pas inquiet pour moi parce que c'est quand même ma 3e comédie musicale. C'est ça. Et la plus angoissante, c'était au Casino de Paris en 2018. Donc, mais je suis angoissé pour les artistes parce que je les regarde et je me dis, je les ai emmenés dans une espèce de galère. Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et ils ont été effectivement... Alors, je pense que nous avons un extrait. Si vous avez raté, regardez. Kassa bien kassa. Kassa yeya. Kassa kassa. Kassa crugnon. Toute parole est parole. La parole est facile. La parole est difficile. Entendez-vous mes frères? Entendez-vous mes sœurs? L'éléphant qui barille. Le match tire à sa fin. L'indépendance, c'est comme la canne. L'indépendance, c'est chez nous. L'indépendance, c'est chez nous. Si on veut, on prend. Si on veut, on laisse. Alors, on prend ou on laisse? On prend ou on laisse? Magnifique, oh là là. C'était sublime. On a eu donc 2 jours de représentation, samedi et dimanche. Moi, vendredi et samedi, j'étais samedi. Les acteurs étaient tout frais. C'était Onel Mala, majestueux. Celle qui représentait Thérèse. Paul-Marie Assandre. Mais magnifique. Et puis ensuite, il y a Prisca. Prisca, Jaël, Patrick Co, Et celle qui était un peu comme Mamie, celle qui était un peu forte. Ah oui, Jaël. Jaël qui représentait. Et puis Aristide qui est... Oui, celui-là. Il est professionnel du tambour? Oui, tout à fait. Ah voilà, parce qu'il avait le mot. Et puis il était en direct, hein, c'était pas... La Côte d'Ivoire regorge de talent. Oui, je le dis toujours, honneur. nous avons beaucoup de talent dans ce pays. Il faut juste se faire confiance et se donner les moyens. Je vous avais dit avant la représentation, j'ai fait le Casino de Paris avec de grands artistes. Ouais. Ceux d'ici ne sont pas moins bons qu'eux. Donc il faut juste les coacher, leur donner les moyens et puis leur faire confiance. Et surtout, merci d'avoir fait confiance à tous ces Ivoiriens qui étaient dans le backstage. Les jeunes Ivoiriens, celui qui tourne un peu aux États-Unis. Tout à fait. On le découvrait chorégraphe, on le découvrait, qui tourne dans le monde, mais ici, il n'est pas connu. Je suis tellement triste de savoir que des gens qui brillent ailleurs, ici, sont complètement méconnus. Pourquoi est-ce que nos enfants auraient besoin de se conformer ou de vouloir ressembler à des étrangers aux États-Unis ou en France, alors qu'ils peuvent justement prendre pour modèle des chorégraphes ivoiriens, des scénographes ivoiriens, des metteurs en scène ivoiriens? J'ai dit que sur scène, nous étions la diversité de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens multiséculaires, des Ivoiriens d'origine libanaise, d'origine congolaise, d'origine sénégalaise. Il n'y avait pas de « et » ou de « ou » chez nous. On était tous Ivoiriens. C'était un spectacle 100% ivoirien. Et bravo au gouverneur. J'ai une question pour ça. Et puis on va passer à un autre point. L'œuvre était tellement intéressante. Lorsque vous réussissez cet exploit-là, quel est votre souhait aujourd'hui finalement pour une certaine pérennisation de cette œuvre? Mon souhait, c'est qu'il soit vu par le plus grand nombre. Oui. Donc, là, on est en train de... Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens qui étaient sceptiques, il ne faut pas se le cacher, et qui ont vu et qui se sont dit, mais ce n'est pas possible, quoi. Voilà, donc de voir avec
différentes personnes qui pourraient éventuellement nous retrouver pour pouvoir nous aider à faire en sorte qu'on puisse tourner dans la Côte d'Ivoire, qu'on puisse revenir encore. Nous avons prévu, nous, en termes de production, personnellement, donc de revenir en décembre, mais on peut encore faire plus de dates avec beaucoup de soutien. Avec des c'est surtout ceux qui se réclament aux fautistes. Ah, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je le dis avec beaucoup de responsabilité. Alors, justement, vous êtes revenu là-dessus. On a une seule minute pour ça et puis on passe à un autre point. Oui, Pascal? Non, je voulais rebondir sur la multiplicité des dates. J'ai toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme vous qui ferait confiance dans le public aussi, parce qu'il faut faire confiance au public et de dire je vais aligner 25 dates, par exemple, comme on le voit sous d'autres cieux, et que le pari serait que tout soit rempli. 6 mois avant, eh bien, toutes les dates soient pleines. Mais pour ça, il faudrait que nous changions nos mentalités. C'est ça, le mindset. Moi, par exemple, je sais qu'au mois de novembre, je vais voir un concert de Ayo à Paris. J'ai déjà réservé ma place. Ticket, voilà. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est pas C'est comme la ça que ça se veille. passe. C'est le jour même ou la fait veille, la queue. alors que nous avons commencé la promotion depuis septembre. Eh bien sûr. Septembre dernier. Donc voilà, il faut changer les mentalités. habitudes. Maintenant qu'ils ont vu, oui, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer. Très bien. Messieurs, dames, je voudrais maintenant qu'on a vraiment épilogué, féliciter tous les acteurs, tout le backstage de cette représentation-là, qu'on puisse s'intéresser maintenant au deuxième point. On se le rappelle, il avait dit il travaille sur un projet à 3 tentes. C'est ça. Le premier, c'était la comédie. Le livre ? Le livre, la comédie ensuite, et enfin le documentaire. Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny, extrait. On était tous comme paumés, perdus. Et c'était pas facile. Et c'est à ce moment-là, on a bien vu Tante Thérèse en larmes. Elle pleurait, et puis elle parlait en même temps. Elle est venue auprès de Mamie Kadi. Elle était à ses genoux. Et Mamie Kadi l'a consolée. C'était poignant. C'était très dur. Wow. De la mort de Félix Houphouët-Boigny, ses 2 épouses sont donc à ses côtés. Et ces 2 épouses sont dans une espèce de relation très forte, parce que l'une et l'autre se respectent, parce que la première n'a jamais quitté le président, et le président allait lui rendre visite donc, constamment. Et on a eu donc ce témoignage exclusif. On a même été à Bingourou pour retrouver la famille, pour discuter avec elle, pour parler de cette première épouse qu'on a oubliée, et naturellement aussi de Thérèse. La première épouse, c'est Kadi Sow. Kadi Sow, qui est une princesse ivoiro-sénégalaise, et qui était la nièce donc, du roi d'Abangourou. Et donc, naturellement, on avait à cœur aussi de raconter son histoire, parce que c'est une femme qui était complètement oubliée par les Ivoiriens. Voilà, effacée. Alors que c'est elle qui a donné donc, la plupart des enfants donc, à Félix Houphouët-Boigny. Bon, enfin, sa première épouse, il a épousé donc traditionnellement, c'est ça? Ah non, pas du tout. C'était légalement, oui. À l'époque, il y avait la polygamie qui existait, je pense. Comment ça se passe? C'était pas son cas. C'était pas son cas. Donc, il a épousé naturellement. C'est un mariage qui était compliqué, parce que c'était le premier mariage mixte en Côte d'Ivoire, parce qu'elle était musulmane, et lui, il était catholique. C'est ça. Et donc, le père de Kadi Sow, Ali Sow, ne voulait pas de ce mariage. Exactement. Et on raconte même qu'à un moment donné, il a voulu faire un attentat donc, pour tuer Félix Houphouët-Boigny. Wow. Et donc, il a tout fait pour ne pas que... Et c'est le roi d'Amangourou qui s'est totalement donc, imposé et qui a fait en sorte que le mariage ait eu lieu. Je veux dire, donc quand Thérèse, il épouse également légalement? Oui, naturellement, oui. Donc il épouse 2 femmes de façon légale? Disons que Enfin, il y a toute une histoire qui est racontée à Bingourou. Oui. Et c'est qu'on dit que le président de la République n'a jamais divorcé de sa première femme. Non. Voilà. Et que donc elle est toujours restée là. Et que pendant même tout son mandat, il allait lui rendre visite régulièrement à Bingourou. Moi, j'étais chez elle, justement, j'ai vu sa maison. Il allait lui rendre visite régulièrement. Et quand elle était ici à Abidjan, c'était aussi le cas. Il avait un lien qui était très fort avec cette femme. Il l'a quittée pour une raison toute simple. Et il faut le dire. C'est une femme qui n'était pas lettrée. Exactement. Voilà. Et donc, quand il a commencé à avoir son ascension de médecin à député, il a commencé à être ministre. Il fallait une autre femme qui ressemble à la mission. Voilà. Sinon, son amour pour elle n'a jamais cessé. Les 2 femmes qu'il a aimées, réellement, c'était Thérèse et ça, c'est quand même fort, hein, au niveau des hommes politiques. C'est quelque chose à noter quand même. Mais Herman, pourquoi vous riez? Non, parce qu'aujourd'hui,
plus ou moins, on voit au Sénégal que ça ne dérange pas que. Je ne suis pas encore allé vers là-bas. Mais je veux dire que ça encore, Oufoué l'a fait, Oufoué seul a pu le faire ici, mais il faut peut-être qu'on y songe de façon. On y songe. Assumez vos propos, hein, parce que vous serez là-bas seul en train de défendre ce que vous dites ici. Vous comprenez bien. Alors l'idée, en fait, c'est de dire pour la mission politique et son devenir, il fallait donc une femme qui ressemble à cela. Voilà, parce que quand il était à Paris et qu'il était notamment au Parti communiste, il y avait beaucoup de réunions, beaucoup de réceptions. Et venir avec une femme qui n'était pas capable de pouvoir donc s'exprimer et parler avec donc ces sommités, est devenu lui-même après il est devenu ministre. On aurait pu l'aider aussi à aller, enfin ressembler. Enfin bon, bref, cette histoire est passée. Elle avait tous les enfants donc à gérer donc quand ils habitaient donc à Paris et donc n'avait pas le temps de cela. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que Thérèse, qui à un moment donné donc se retrouve en France, qui est partie avec l'Aventure 46. Quand elle allait passer ses week-ends, elle allait passer ses week-ends donc, au château où habitait donc, Oufoué avec Kadi. Et Kadi avait une grande affection pour elle. Donc vous voyez, c'est ça qui est assez extraordinaire. Finalement, on ne peut pas dire que en fait, la présence de son mariage avec Thérèse, c'est quelque chose d'accepté, de négocier avec... oui, j'imagine que ça a dû être discuté. Mais j'imagine qu'il n'en reste pas moins que pour une femme comme Kadi, qui était la première et qui avait tous les enfants, ça a dû être quand même aussi une peine, une douleur. Mais il n'en reste pas moins qu'elle avait beaucoup d'affection. La preuve, c'est qu'au moment du décès, comme on l'a entendu donc à l'instant, les deux femmes étaient ensemble et elles sont tombées dans les bras l'une de l'autre. Et il n'y a jamais eu de mots plus haut que l'autre, de l'une envers l'autre, jamais. Autant que je sache, non. Autant que je sache, non. Les difficultés, ça a été avec d'autres femmes, non, mais pas avec Kadi. J'avais appris également... Marie, c'est terminé, puis on va parler des difficultés. J'avais également appris que, dans le cadre, vu que Mme Kadisso n'était pas lettrée, il a fallu donc trouver une femme des ambitions, répondant aux ambitions du Fouet par rapport à sa destinée. Et donc, avec Mme Thérèse, on a dû l'envoyer aux États-Unis pour la préparer à jouer véritablement. Non, ce n'était pas nécessaire. Là où elle était donc, avec l'Aventure 46 à Villeneuve-sur-Lot, ils avaient même des cours de maintien pour qu'elle a appris avec des cours de maintien. C'est de ça que vous parlez. Mais c'est ça. Mais pas aux États-Unis. Elle devrait savoir s'asseoir, tout ça, elle a appris à Villeneuve-sur-Lot. Moi, j'ai eu la chance d'avoir justement des rapports avec Villeneuve-sur-Lot et je sais comment les choses se sont passées. C'est vraiment le hasard, hein, si la rencontre avec Thérèse et Oufoué s'est faite, quand Marie-Thérèse va à Villeneuve-sur-Lot avec un groupe de filles qui viennent avec l'Aventure 46, des filles africaines. À un moment donné, il y a une autre fille ivoirienne qui arrive dans l'école. Elle est enceinte. Personne ne le sait. Et quand la grossesse donc, finit par se voir, la directrice est furieuse. Et elle traite les filles vraiment comme des moins que rien, elle les traite de chiennes. Wow. Et la seule qui se révolte dans le groupe, c'est Marie-Thérèse qui dit « c'est vous qui êtes une chienne ». Et à partir de là, toutes les filles sont renvoyées et on renvoie Marie-Thérèse pour aller voir Oufoué en tant que députée pour s'expliquer. Et lui, il lui dit « ce que tu as fait là, c'est extraordinaire, je veux t'épouser ». Et puis, Kadisso n'a pas fait de difficultés, mais d'autres femmes en ont fait. Forcément. Ça sera l'acte 2 de cette émission, on en parlera une prochaine fois. Oh, merci beaucoup. C'est déjà fini? C'est déjà fini, parce qu'on aime bien ce genre d'histoire. Il le dit toujours avec cette passion-là. Moi, je pense aussi bien la comédie musicale que le documentaire de Serge Billet, aussi bien que le livre, doivent être inscrits au patrimoine de la Côte d'Ivoire. C'est un patrimoine que tous les Ivoiriens doivent s'approprier. Parce que je suis sûr que si les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont accès et aux livres, et à la comédie musicale, et au documentaire, beaucoup de choses seront résolues sans qu'on ne fasse un dialogue politique. Merci. Oh. Et ça c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, j'espère que la première diffusion de ce documentaire se fera sur Live TV. Ah ben bien sûr. On n'a pas eu de oui, on a eu un comme ça. Elle le sait déjà. Elle le sait déjà. Ah ben bien sûr. Si c'est secret de Polichinelle, alors c'est un partenaire, nous sommes en partenariat. Et vraiment, merci. On retiendra de cette émission, de cette seconde partie, qu'Herman a fait un plaidoyer, n'est-ce pas? Pour la polygamie. Il ne reconnaît pas, il ne veut pas assumer. Je ne me reconnais pas. J'ai parlé, tu as déduit. L'émission est terminée. Merci Serge. Merci. Pascal, je voulais dire. Merci beaucoup. En tout cas, bravo Serge. Élisée, Herman. On se retrouve donc le lundi. Voilà, lundi pour une autre émission. Portez-vous bien. Ça sera à Tabaski. Allez, bonsoir chez vous.